De toute évidence, le président Trump cherche désespérément une issue à la guerre avec l'Iran. Les pressions s'accumulent de tous les côtés, financières, diplomatiques, économiques, même agricoles. Beaucoup de choses pèsent sur lui en ce moment, alors qu'il essaie de trouver une porte de sortie. Mais il y a aussi des vents contraires, des forces qui veulent au contraire le maintenir dans cette guerre, voire l'intensifier. Certains disent « non, on ne les a tout simplement pas frappés assez fort ». Et au milieu de tout ça, il y a le président Trump qui essaie de comprendre ce qu'il va faire. On ne sait pas encore quel camp va l'emporter, mais on sait lequel devrait gagner. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est clairement le camp qui dit « sortons de la guerre maintenant, tant qu'elle est seulement affreuse, plutôt que d'y rester plus longtemps jusqu'à ce qu'elle devienne catastrophique. » Et ce n'est pas une exagération. Ça pourrait vraiment tourner comme ça. Allons droit au sujet. D'abord, voyons où en est Marco Rubio. C'est l'une des raisons qui nous pousse à vouloir en sortir, parce qu'on se retrouve avec une conséquence non prévue. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas su dès le début de la guerre que ça allait arriver, mais on ne l'a pas su. Du moins, c'est ce qu'on affirme. Et maintenant, on découvre ce qu'on va faire avec l'Iran qui contrôle les détroits du Golfe Persique. L'Iran affirme maintenant qu'il possède, qu'il a le droit de contrôler une voie navigable internationale. Qu'est-ce que le monde va faire face à ça? Est-ce que le monde va accepter que l'Iran contrôle désormais une voie navigable internationale? Parce que si le monde est prêt à accepter ça, alors il faut s'y attendre. Une dizaine d'autres pays vont commencer à faire la même chose, dans leurs propres eaux internationales ou dans celles qui passent près de chez eux. C'est inacceptable. Et oui, regardez, pourquoi est-ce qu'on pense que tout ça est devenu normal? Pourquoi est-ce que ça existe, tout simplement? Écoutez, on avait tout à l'heure dans notre émission Joe Kent, quelqu'un qui était à l'intérieur avant cette guerre. Et il a confirmé qu'il y avait pas mal de gens dans les services de renseignement et même dans certains milieux opérationnels qui disaient « si vous faites ça », il a même rappelé qu'il y a des décennies, vraiment il y a très longtemps, des études et des simulations informatiques avaient déjà montré si on finissait par entrer en guerre contre l'Iran, il prendrait le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc quelle surprise, ils ont fait exactement ce que la logique prévoyait. Et voilà, on y est. C'est ce qui se passe. Et maintenant, on essaie de trouver une issue et écoutez, la pression est énorme parce que tout ça bloque la sortie du pétrole, des produits pétroliers, de l'hélium, de l'aluminium et de toutes sortes de ressources. Et en plus, ça pénalise tous nos alliés dans la région parce qu'ils ne reçoivent plus de revenus. Ils ne reçoivent pas non plus les importations dont ils ont besoin pour que leur pays fonctionne normalement. Tout ça, on pouvait le prévoir à l'avance. On aurait dû le savoir, mais on ne l'a pas fait. Et maintenant, on est coincé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'Iran a pris le contrôle de la zone. Ils appellent ça l'autorité du détroit du Golfe Persique. Et ils installent des postes de péage. Et vous savez, on ne peut pas traverser si on ne remplit pas certains critères, et ainsi de suite. Et ces pays, pour l'instant, ne peuvent pas le faire sans payer une taxe, une sorte de compensation ou quelque chose du genre. Et là, en plus, ils ont lancé une attaque hier. Les Iraniens ont attaqué 2 navires qui ont essayé de passer sans leur autorisation. Alors, comme vous allez le voir dans un instant, on n'est pas resté les bras croisés. En réalité, on a mené des contractions assez fermes, y compris contre des conteneurs et des pétroliers iraniens. On va en parler dans une seconde. Mais vous voyez, Rubio essaie juste de s'en sortir par la parole. Il dit, si on laisse passer ça, d'autres pays vont pouvoir faire la même chose, etc. Non, ce n'est pas vrai. La seule raison pour laquelle cet incident a eu lieu, c'est qu'on les a attaqués. Sans se rendre compte
qu'ils allaient forcément réagir. Maintenant, ces autres détroits dont il parle, comme le détroit de Malacca, et ainsi de suite. Si quelqu'un veut jouer les idiots là-bas, s'il veut attaquer un camp ou l'autre et donner à la partie attaquée une raison de riposter, alors oui, c'est possible que ça dégénère. Mais la leçon à tirer, ce n'est pas « allons-y militairement et conquérons l'Iran pour les faire sortir du détroit ». Le vrai message, c'est « ne partez pas en guerre contre un pays qui contrôle un passage maritime stratégique et ne le mettez pas dans une situation où il n'a d'autre choix que de prendre le contrôle de ce passage ». C'est ça, la véritable leçon ici. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Croyez-moi, s'il existait une voie vers un succès militaire qui nous permettrait de les forcer à rouvrir le détroit, on ne se contenterait pas d'envoyer Marco Rubio rendre visite au pape pour, en gros, essayer de faire honte à d'autres pays, ou peut-être aux Iraniens eux-mêmes, en disant « on ne peut pas laisser ça arriver, sinon les conséquences seront graves ». Ça ne va pas marcher. Mais ça montre bien qu'il y a énormément de pression là-dessus. Et ce n'est pas la seule pression qu'on subit. Il n'est pas vraiment en train d'aider sa propre cause, là. Et encore une fois, il s'enferme un peu dans l'erreur qu'il a faite hier quand il a dit quelque chose du genre « je ne me souviens plus exactement de la phrase à propos de l'Iran, mais c'était quelque chose comme « leur cerveau est fou » ou un truc dans ce goût-là. Il en remet une couche là-dessus. Et franchement, il semble vraiment à côté de la plaque. J'imagine qu'il a passé trop de temps avec Trump et qu'il a oublié le langage diplomatique qu'on est censé utiliser quand on est le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État. Et là, il parle carrément de pays idiots. Si vous tirez sur un navire de la marine américaine, qu'est-ce qu'on est censé faire? Dire « Oh, il y a un cessez-le-feu. On ne va pas abattre votre drone. » C'est une question stupide. C'est une position stupide. Bien sûr qu'on a riposté. Ils nous tiraient dessus. C'est exactement ce que j'aurais fait. Seuls les pays stupides ne ripostent pas quand on leur tire dessus. Et nous, on n'est pas un pays stupide. Ouais. Alors seuls les pays stupides ne ripostent pas quand on leur tire dessus. C'est important de le rappeler ici. D'après lui, on avait juste nos navires au milieu du détroit, on faisait simplement des patrouilles, et bam, l'Iran est sorti de nulle part, a violé le cessez-le-feu et a attaqué ses navires. Et on leur a montré ce qu'il en coûtait. On a frappé leur base à Bandar Abbas, à Keshm, et je crois à un autre endroit aussi. Oui, on a riposté, et on l'a fait durement, et parce qu'ils nous avaient attaqués les premiers. Sauf qu'il y a pas mal de preuves qui disent qu'en réalité, c'est l'inverse. Apparemment, les États-Unis auraient d'abord touché des pétroliers iraniens, et en représailles, ils ont tiré à leur tour. Alors dans une situation comme celle-là, franchement, qui peut dire avec certitude qui a frappé le premier? On n'en est pas sûr. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a ici des versions contradictoires. Ça, c'était hier soir. Maintenant, ce qui ne fait pas débat, parce que c'est le commandement central qui l'a confirmé, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont neutralisé 2 autres navires qui participaient au blocus dans le golfe d'Oman. C'est aujourd'hui. Et vous voyez ce navire en feu, là à l'écran. Ce sont des pétroliers appartenant au camp iranien. Alors, qu'est-ce qu'on pense qu'il va se passer maintenant? On croit vraiment que le camp iranien ne va pas riposter. D'ailleurs, je viens de recevoir une notification il y a quelques minutes. J'ai demandé au professeur Morandi, qu'on a déjà reçu plusieurs fois dans l'émission, ce que ferait l'Iran si on continue à agir de cette façon. Et il dit que l'Iran va frapper les installations pétrolières des Émirats arabes unis, ainsi que d'autres cibles dans le pays. Pour l'instant, on n'a encore rien vu de tel. Mais apparemment, à cause des frappes d'aujourd'hui, l'Iran dit très bien, on a tiré sur vos navires l'autre jour. Et il paraît que l'Iran affirme avoir touché nos navires.
Nous, on dit que non, que toutes nos défenses ont parfaitement fonctionné et que les quelques missiles de croisière, les vedettes rapides et les drones qui auraient pu attaquer ont été neutralisés, qu'aucun n'a réussi à passer. Alors, peut-être que c'est vrai. Peut-être que pour une fois, on a vraiment dit la vérité. Souvent, c'est plus facile de dire la vérité quand elle joue en votre faveur. Donc oui, peut-être que toutes nos défenses ont effectivement bien fonctionné. Peut-être qu'ils n'ont pas lancé une grande attaque coordonnée, mais quelque chose de plus petit que nos défenses pouvaient gérer et qu'on a neutralisé. Dans ce cas, la leçon pour les Iraniens, c'est de ne pas s'en prendre à une cible bien protégée, avec de bonnes défenses anti-navires et anti-missiles, mais plutôt à une cible plus vulnérable, comme aux Émirats arabes unis. Maintenant, on va attendre de voir comment ça va évoluer. Mais si on cherche une porte de sortie à cette situation, ça n'aide pas vraiment leur cause. Et puis, il faut quand même se poser la question, quel est le but de cette opération? Est-ce simplement de dire « continuons à mettre toujours plus de pression sur les Iraniens jusqu'à ce qu'ils cèdent, qu'ils finissent par accepter un accord qui nous convienne parce qu'on les aura suffisamment acculés » et ainsi de suite. Hier, on vous a montré l'article du Washington Post qui révélait que, d'après les services de renseignement, en réalité, ça ne marcherait pas. On peut faire ça pendant des mois, ils peuvent supporter toute cette souffrance. Ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ils ont des systèmes de secours intégrés. En fait, ils ont tout un dispositif prévu pour ce genre de situation, pour en limiter les effets. Et bien sûr, culturellement, ils savent endurer. Ça, on s'en est assuré depuis des décennies. Alors, si c'est ce que dit votre communauté du renseignement, et comme Joe Kent nous l'a rappelé ce matin, c'était déjà le cas avant la guerre, mais ça a été confirmé tout récemment. Pourquoi continuez-vous à prendre des mesures qui risquent de relancer le conflit? S'il n'y a aucune chance raisonnable que ça serve vraiment à quelque chose, oui, on peut le faire. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un pétrolier, posé au milieu de nulle part. Évidemment, on peut frapper n'importe quelle cible qu'on veut. On a tout un arsenal pour ça, que ce soit un missile Hellfire, un missile de croisière à longue portée, ou presque n'importe quoi d'autre. On peut détruire ce genre de cible sans problème. Des missiles air-sol, on peut s'en servir, Virennuber, ou même des missiles mer-mer. Et de toute évidence, c'est ce qu'on a fait. Mais dans quel but, au fond? Et si ça pousse l'Iran, dès le départ, à attaquer nos navires de guerre, qu'est-ce qui se passe ensuite? Apparemment, ils ont tous été interceptés. Mais combien de fois ça va se passer comme ça? Et si au lieu de tirer 2 ou 3 missiles anti-navires, ou 2 ou 3 drones, une poignée, 5 peut-être, la prochaine fois ils se disent « Vous savez quoi? On va en envoyer 100, 150 drones. » Parce que peu importe le nombre de missiles anti-navires qu'on a pour intercepter ces engins, c'est très limité. On n'en a pas tant que ça. Et maintenant, une partie a déjà été utilisée. Alors, imaginez qu'ils reviennent et qu'ils se disent « Bon, il suffit de faire une recherche sur Google, n'importe qui peut le faire, pour savoir combien de missiles anti-navires un croiseur peut embarquer. Et quel que soit ce nombre, je ne l'ai pas cherché, mais l'information existe quelque part. Vous dites simplement « D'accord, on va doubler ce nombre et on va attaquer avec ça. » Mais quand ils tirent tous leurs intercepteurs, même si c'est un succès total, et qu'ils abattent chaque missile ou chaque drone, qu'est-ce qui se passe quand le missile suivant arrive et que vous n'avez plus de munitions? Vous êtes éliminé par les chiffres, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'Iran décide de faire ça, pour nous, c'est un problème de mathématiques. La technologie est excellente apparemment. D'après le chef d'état-major interarmé, le général C.Q. Brown, il y a eu plusieurs attaques, c'était lundi je crois, en début de semaine. Et il a dit qu'il y avait eu 10 attaques de ce type contre nos navires, et qu'aucune n'avait réussi.
Donc, s'il dit la vérité, et il semble qu'au moins une partie de tout ça se soit vraiment produite, alors nos défenses sont plutôt efficaces. La technologie est bonne, mais au fond, c'est une question de chiffres, une question de mathématiques. Le jour où les Iraniens décident d'attaquer en masse, avec plus de cibles qu'on peut en abattre, ton navire sera sans défense. C'est évident. Et plus on continue à faire ce genre de choses, plus on donne aux Iraniens une raison de riposter. Comme il l'a dit, seul un pays stupide ne riposterait pas. Est-ce qu'il ne se rend pas compte que ça vaut pour tout le monde? Peut-être que la réponse est non, mais elle devrait probablement être oui. Mais tout ça revient à dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de sortir de cette situation. Et faire quelque chose comme ça, qui pourrait encore aggraver les choses, ça n'aide pas. Ça ne va dans le sens d'aucun des 3 scénarios possibles dont on a parlé. Pour rappel, il y a 3 grandes possibilités, 3 options que le président Trump a devant lui. Il peut soit faire ce que Mark Thiessen, Jack Keane et le général Kellogg ont proposé. Et on va d'ailleurs vous montrer un peu plus sur Thiessen ce matin, quelque chose qui s'est passé cet après-midi après notre première émission. Il peut donc les écouter, redoubler d'efforts et relancer la guerre. Il peut très bien dire, vous savez quoi, on va simplement maintenir le blocus et on va voir si ce rapport des services de renseignement était vrai. On va voir si on peut tenir plusieurs mois, traverser l'été et les forcer à céder les premiers. Ça, c'est la deuxième option. Ou bien, troisième possibilité, comme Joe Kent l'a évoqué ce matin, on déclare la victoire et on s'en va. Hurrah, on a gagné. Et on présente ça comme on veut. Puis on s'en va en disant, eh bien, on n'est plus là, il n'y a plus de blocus, donc on lève le blocus. Bref, les Iraniens ont toutes les raisons de le faire, et ils le feront sans aucun doute, parce que c'est dans leur propre intérêt. Ils veulent désespérément que ce blocus disparaisse. Alors, ils vont ouvrir les portes, et ils vont aussi laisser passer d'autres personnes, mais contre de l'argent. Parce qu'ils ont, comme Rubio l'a expliqué, une sorte de péage, enfin un système qu'ils appellent un péage. Ce n'est pas quelque chose de physique, mais un système mis en place pour que si les gens payent, ils puissent sortir. Et encore une fois, c'est dans l'intérêt de l'Iran, parce que ça leur apporte aussi de l'argent en plus. Donc ils ont tout intérêt à laisser passer les marchandises d'autres pays. C'est la version la plus dure, mais c'est aussi la seule qui a une chance d'empêcher la situation de s'aggraver. La pression est donc clairement sur le président pour qu'il agisse dans ce sens. Mais maintenant, Rubio a aussi parlé de certaines lignes rouges tactiques. Avez fixé des lignes rouges à l'Iran? Eh bien, la ligne rouge est claire. S'ils menacent des Américains, ils vont se faire exploser. Franchement, comment être plus clair que ça? Si vous êtes le type qui tire un missile, que vous le lancez contre les États-Unis et qu'on vous voit le faire, on va vous frapper. Bien sûr qu'on le fera. Qui ne ferait pas ça? À moins de vouloir que son navire soit coulé. On ne va pas laisser nos navires se faire couler par les Iraniens. Mais eux, ils sortent ces petits bateaux de pêche, genre Boston Whaler, et ils essayent de nous encercler. Eh bien, on fera sauter ces bateaux s'ils s'approchent des nôtres. Je ne sais pas si c'est une ligne rouge, mais j'espère qu'ils l'ont compris maintenant. Eh bien, je pense qu'à ce stade, oui, ils le savent. Je ne crois pas que qui que ce soit ait été confus à ce sujet avant. Mais la vraie question c'est, est-ce que nous, on l'était? Et vu ce qu'on a là, juste ici, je me le demande. Parce que, encore une fois, c'est aujourd'hui dont on parle. C'est après la nuit dernière, alors qu'on savait déjà que ça avait provoqué des attaques, puis on en a encore mené d'autres ce matin. Et ce n'est pas juste, vous savez, faire demi-tour. C'est attaquer un navire, lui percer la coque, y mettre le feu, le rendre inutilisable. C'est un vrai problème là. Et maintenant, évidemment, quand on neutralise un navire comme ça,
On ne peut pas simplement le frapper à distance, hausser les épaules et s'en aller comme si de rien n'était. Il va falloir que vous repreniez le contrôle de ce navire. Vous allez devoir envoyer des remorqueurs, quelque chose pour le récupérer. On ne peut pas simplement le laisser dériver dans le golfe Persique, parce qu'il pourrait percuter un autre bâtiment ou même provoquer une catastrophe écologique selon ce qu'il transporte. Je ne sais pas s'il y a du pétrole à bord de ces navires qu'on a touchés ou pas. Mais rien que le fait qu'un bateau dérive en pleine mer, c'est déjà une menace pour tout le trafic maritime qui se trouve encore là-bas. Donc ça veut dire plus de moyens à mobiliser pour gérer la situation. Et ça augmente encore notre risque sur place. Voilà, c'est ce genre de pression qu'on a à l'intérieur. Donc la pression, c'est de ne pas faire quelque chose de stupide qui te coincerait dans une situation compliquée et pourrait même relancer un conflit. Parce que si l'Iran, par exemple, fait ce que le professeur Morandi a suggéré, c'est-à-dire frapper les Émirats arabes unis en représailles à ces nouvelles frappes ici, eh bien, selon ce qui est touché, ça pourrait faire monter les enjeux et nous pousser à dire « on ne peut pas laisser passer ça sans réagir ». Tu as entendu, Rubio. Bien sûr, si on attaque nos navires, naturellement, on va riposter. Mais si on attaque nos alliés, les Émirats, dans ce cas, est-ce qu'on ne ferait rien? Parce que franchement, je ne pense pas une option envisageable. Si vous ne faites absolument rien, si vous attaquez un navire iranien, que l'Iran riposte en frappant les Émirats arabes unis, et que nous ne réagissons pas, alors là, oui, vous prenez vraiment le risque de perdre vos alliés, parce qu'ils verront que vous avez pris une décision qui nous a exposés, et qu'ensuite vous n'avez rien fait en retour. Et ça va les mettre en colère. Il ne faudra pas beaucoup d'autres attaques de ce genre avant qu'on commence à perdre des alliés. Et à ce moment-là, la guerre nous coûtera encore plus cher que ce que j'imaginais. Voilà où on en est. Ça, c'est un point. Regardons-en quelques autres. Mick Mulvaney, je crois que c'était sur CNBC, parlait de certains des autres problèmes qui mettent la pression sur le président Trump à l'approche des élections de mi-mandat. En ce moment, si on regarde comment le Parti républicain voit les choses et ce que ça pourrait signifier pour les élections de mi-mandat, eh bien, ils veulent que ce soit terminé et ils veulent avoir gagné. Trump, je pense, a fait un très bon travail ces 2 dernières semaines, bien meilleur que ce qu'avait fait l'administration au début de la guerre pour définir ce que signifie la réussite. Et la réussite, c'est qu'il n'y ait jamais de programme nucléaire iranien et que le détroit d'Ormuz reste ouvert. D'accord, ce n'était pas complètement clair au moment où la guerre a commencé, mais maintenant ça l'est. Et ce que veulent les républicains, c'est que la guerre se termine sur ces bases-là, pour qu'on puisse revenir à une situation aussi normale que possible et le plus vite possible. Tout le monde sait que si on arrive en août ou en septembre avec l'essence à 4,50 $ le gallon, ce n'est pas bon signe pour le parti au pouvoir. Donc, ils ont besoin que cette histoire soit réglée. Il a raison. Ils ont vraiment besoin que cette affaire soit terminée. Le président Trump est très attentif à tout ce qui touche aux élections ou à l'économie. Ce sont des domaines qu'il comprend bien. Alors, vous voyez, Mick Mulvaney, évidemment, ils veulent donner une image positive de la situation. Tant qu'on met fin à la guerre, avec pour objectif qu'il n'y ait aucune arme nucléaire, c'est une motivation forte pour nous. Ensuite, on veut que ce soit fini et vite, parce que tout le monde sait que le prix de l'essence va poser problème pour les élections de mi-mandat. On y reviendra dans un instant. Mais regardons d'abord ce dont il parle ici, parce que vous voyez, Mulvaney dit en réalité « finissons-en » et essayons d'en tirer la meilleure image possible. Et pour eux, c'est plutôt facile. Et je pense que ça fait sans doute partie de leur stratégie plus large. Au moins, ils y réfléchissent.
à cette idée du genre « déclarer la victoire et partez », comme je l'appelle. Parce qu'il dit, vous savez, tant qu'ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Enfin, tout ce que le président Trump a à faire, c'est de le dire. Et ses partisans vont le croire. Il avait dit qu'après 2025, ça tiendrait, et ça a marché, jusqu'à ce qu'il décide de changer d'avis et de retourner complètement le récit, juste parce que ça l'arrangeait, en disant « Ah, en fait, il s'avère qu'ils sont à 2 semaines ». En réalité, il a ajouté qu'ils allaient déterrer des trucs, ou peu importe ce qu'il a dit. Mais vous voyez, les gens l'ont suivi. En fait, il avait peut-être déjà un peu annoncé la couleur il y a quelques jours, quand il a dit que, oui, leur programme nucléaire se trouvait au fond de ces 3 montagnes. On a réglé ça. Franchement, il leur faudrait 20 ans pour se remettre d'un truc pareil. Et s'ils y retournent, s'ils recommencent à creuser, on va recommencer à bombarder. Je crois que c'était dans l'émission de Jess Waters, l'autre soir. Je crois même que je t'ai montré l'extrait. Donc, ils sont en train de poser les bases de tout ça, de cette idée de tout abandonner. Il y a donc ce groupe dont Joe a déjà parlé dans une émission précédente. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller la revoir si vous l'avez manqué plus tôt aujourd'hui. C'était incroyablement intuitif et instructif. Il a rassemblé plein d'éléments qu'on n'entend nulle part ailleurs. Je ne veux pas tout répéter ici. Allez vraiment la revoir. Mais il s'avère qu'il y en a encore plus. C'est en train d'être rapporté en ce moment même. Je n'ai pas lu l'article de The Atlantic moi-même, mais apparemment, le président Trump veut vraiment que la guerre se termine. Et il est convaincu qu'il peut présenter n'importe quel accord comme une victoire. 5 de ses conseillers l'ont dit à The Atlantic. Alors vous savez, moi ma ligne, c'est que je dis toujours la vérité. Je pense qu'on doit être honnête avec les gens, et c'est ce que je veux que ma marque représente, dire la vérité. On n'a peur de rien et on ne fait aucun compromis. C'est littéralement notre slogan ici. Mais dans ce cas précis, tout le monde connaît déjà la vérité, et on va continuer à la dire. Il n'y a donc aucun doute là-dessus. Quant à lui, il vit du fait de dire ce qu'il veut, sans se soucier de la vérité. S'il dit ça, si c'est ce qu'il faut pour qu'il mette fin à cette guerre, et qu'il écoute ces 5 personnes, qu'il écoute ce que Joe Kent disait, et qu'il déclare ce qu'il veut pour en finir, moi, ça me va. Parce que toutes les autres options sont pires. Les autres options, c'est soit on retourne au combat actif, soit on essaye la théorie du « on attend qu'il se lasse ». Et les services de renseignement nous disent que ça ne marchera pas. N'importe quelle analyse de l'Iran montre que cette théorie ne fonctionne pas. Mais reprendre les opérations de combat, c'est le pire. Il n'y a rien de pire que ça. Et laissez-moi vous montrer pourquoi. Il a parlé du prix de l'essence. Regardez, sur les 6 derniers mois, il y a 6 mois, l'essence coûtait 3,35 $ le gallon. En décembre, c'est descendu un peu plus bas que ça, puis ça a commencé à remonter. Et tout ça, vous voyez cette grande ligne rouge sur le graphique? C'est à ce moment-là que la guerre a commencé. C'était le 28 février. Mais vous voyez qu'avant ça, la courbe suivait déjà une trajectoire assez régulière vers le haut. En fait, on ne voit pas beaucoup de différence entre avant et après ce point. Et ça montre qu'il y a ici un problème systémique, quelque chose qui dépasse largement cette guerre. Donc ce n'est pas seulement le conflit qui a provoqué cette hausse. En réalité, on sait bien que quand on regarde le prix du pétrole brut, dont dépend le prix de l'essence, tout est lié à l'offre et à la demande réelle. Et comme on le sait maintenant, l'offre est clairement très limitée, de l'ordre de 12 millions de barils par jour. Normalement, dans ce genre de situation, ça exercerait une pression à la hausse sur les prix pour faire baisser la demande et l'ajuster à l'offre disponible, ce qu'on appelle la destruction de la demande. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit parce qu'on a puisé dans les réserves stratégiques de pétrole et dans d'autres types de stocks
pour compenser les pertes et maintenir le prix du baril sur les marchés à un niveau plus bas, afin que les gens ne réagissent pas trop vivement. Le prix de l'essence est donc environ $1 de plus qu'il ne l'était récemment. Mais on voit bien que c'est en partie trompeur. Ce n'est pas vraiment représentatif de la réalité du marché. Et si rien n'est fait rapidement pour rétablir les flux, cette pression à la hausse va revenir, que ça plaise ou non, parce qu'il n'y aura plus, ou en tout cas pas assez, de pétrole ou d'essence issus des réserves stratégiques à remettre sur le marché. Donc il va y avoir un manque physique, tout simplement. Je veux dire, quand on en arrive au point où il n'y a plus assez d'essence pour tout le monde, la seule chose que le marché puisse faire, c'est augmenter les prix. Et quand il n'y a pas assez de pétrole pour alimenter les raffineries, pour produire l'essence, le diesel, le kérosène et tout le reste, les prix ne peuvent que monter. C'est ce qui arrive. C'est déjà dans les cartes. Et c'est aussi une partie de la motivation. Ils veulent régler ça très vite. Mais il y a d'autres problèmes. On a reçu Mike Adams, qu'on appelle aussi le Health Ranger, dans notre émission il y a quelques jours. Allez revoir cet épisode aussi. Parce qu'il y a aussi la question des engrais, qui n'a pas encore été résolue, et beaucoup d'autres produits pétrochimiques liés à la production alimentaire. Encore une fois, il montre bien qu'il y a une rupture dans l'approvisionnement en gaz naturel. Beaucoup des procédés qui transforment ces produits en pétrochimie pour les engrais perdent aussi une partie critique de leur capacité. Et là, en bas à gauche, on voit qu'une réduction de 10% de la production d'engrais sur le marché mondial entraîne, selon lui, une baisse non linéaire des rendements agricoles d'environ 30%. Évidemment, ça veut dire qu'en entrant dans la saison des récoltes cette année, on a déjà une pénurie alimentaire qui se profile et donc des prix plus élevés, en plus du problème du diesel qui reste lui aussi très cher. Et on voit bien que les difficultés continuent. Dans le coin inférieur droit, il parle de ce qu'il appelle une catastrophe au ralenti prévue pour 2027 parce qu'une grande partie de tout ça va ensuite impacter la prochaine saison de plantation. Et quand on n'a plus les intrants pétroliers nécessaires à la fabrication des engrais, les rendements agricoles peuvent encore baisser. Certains pays sont déjà sur le fil du rasoir pour avoir assez à manger. Et quand on subit une baisse de 30% des rendements, voire plus, s'il n'y a même pas assez d'engrais, parce que celui qui reste devient beaucoup plus cher, ils ne peuvent tout simplement pas en acheter autant. C'est donc une double peine sur ce qu'ils ont déjà de très limité, et ça entraîne des pertes de récolte jusqu'en 2027. C'est aussi là où nous en sommes, et ça met la pression sur le président Trump en ce moment. Un autre indicateur auquel il accorde beaucoup d'attention, c'est l'indice de confiance des consommateurs. Et on voit qu'il est aujourd'hui à son niveau le plus bas jamais enregistré. Et puis il y a aussi l'indice du sentiment des consommateurs, un indicateur bien précis ici. Ça montre bien ce que les gens pensent de l'économie. Et quand les gens estiment que l'économie ne va pas bien, que les choses ne s'améliorent pas, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire quand viendra le moment d'aller voter en novembre? Est-ce qu'ils vont vouloir soutenir le camp où les prix de l'essence restent élevés si ce problème n'est pas réglé, où il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, où ce qu'il y a coûte beaucoup plus cher? Évidemment, ce serait catastrophique. Donc ça met une énorme pression sur Trump pour qu'il règle ça tout de suite, maintenant, afin de mettre en place des mesures d'atténuation et d'essayer d'éviter les pires scénarios. Je pense qu'il se bat un peu contre le vent, parce qu'avec les dégâts déjà faits, on ne va tout simplement pas pouvoir s'en sortir. On a reçu le docteur Chris Martenson dans l'émission l'autre jour, et il disait qu'à son avis, c'est déjà trop tard. Même si, par miracle, tout s'était arrêté lundi dernier, ce qui n'a pas été le cas,
Il expliquait qu'on pourrait voir le baril de pétrole à $200 en septembre, à cause de tout un de facteurs pratiques, même si tout avait rouvert à ce moment-là. Donc selon lui, c'est déjà inévitable. Et bien sûr, ça tomberait juste avant les élections. Il ne pense donc pas du tout que ce sera fini. Si vous décidez de maintenir le blocus, ça va pousser tout ça encore plus à droite. Et ce sera encore plus douloureux quand viendra le moment de l'élection. Mais si vous allez écouter l'autre groupe dont je viens de vous parler, The Atlantic explique qu'il y a un groupe de 5 personnes à l'intérieur qui conseillent le président Trump de faire exactement ce dont Joe Kent a parlé dans notre émission plus tôt aujourd'hui, c'est-à-dire la théorie du retrait. Et puis, il y a un autre groupe qui dit « Non, il faut redoubler d'efforts ». Et ça, on l'a bien vu, je vous ai montré plusieurs personnes qui en font partie. Le général Kellogg, par exemple, je crois qu'on vous l'a montré ce matin. Jack Keane, bien sûr, il ne cesse de marteler le même message. Lindsey Graham aussi, toujours la même rengaine. Et il y en a plusieurs comme ça. Mark Thiessen, par exemple, c'est l'un des plus en vue. Et pour une raison ou une autre, il a gagné pas mal de notoriété ces derniers temps. C'est un chroniqueur du Washington Post, ancien rédacteur de discours pour, je crois, George Bush. Donc il baigne dans la politique républicaine depuis longtemps. Et il a toujours été un néoconservateur. Mais, allez savoir pourquoi le président Trump l'écoute vraiment en ce moment. C'était plus tôt aujourd'hui sur Fox News. Je vais un peu m'arrêter et reprendre au fil de l'extrait, parce qu'il dit plusieurs choses qui montrent à quel point ces gens sont désespérés de maintenir cette guerre. Avant tout, reconnaissons que la décision de Donald Trump de lancer cette opération est l'un des actes les plus courageux qu'un président américain ait accompli de mon vivant. Aucun autre président. 4 présidents ont dit que l'Iran ne pouvait pas avoir la bombe. Donald Trump est le seul à avoir vraiment agi. Mais la façon dont on termine une guerre est aussi importante que la façon dont on la commence. Et en ce moment, les Iraniens ne voient pas Donald Trump comme celui qui détient toutes les cartes. Ils pensent que c'est eux qui les ont. Il a lancé le projet Freedom et a dit clairement « Si vous tirez sur un navire américain ou sur nos alliés, je vous rayerai de la surface de la Terre. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont tiré sur un destroyer américain. Ils ont tiré sur nos alliés aux Émirats arabes unis. Et nous, on n'a rien fait. Ensuite, Marco Rubio a annoncé que l'opération Epic Fury était terminée et qu'on passait maintenant au projet Freedom. Et le lendemain, on a suspendu le projet Freedom. Donc, du point de vue iranien, ce qu'ils voient, c'est de la faiblesse. Ils voient un président qui semble ne pas vouloir faire respecter ce blocus, et cette menace d'attaquer le pétrole du Golfe l'empêche non seulement de relancer la guerre, mais aussi d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Arrêtons-nous un instant. Alors vous le voyez, comme beaucoup de ces types, il commence par le flatter. Il lui dit « Vous êtes le plus grand président, le seul capable de faire ça. Vous êtes génial, incroyable. » Mais attention, il ne veut surtout pas risquer de gâcher tout ça. Il y a 2 ou 3 choses qu'il dit là. Il affirme « Vous êtes le seul, en 47 ans, à avoir eu le courage de dire qu'il ne faut pas que l'Iran ait la bombe Walid, qu'ils ne peuvent pas l'avoir, et vous êtes le seul à avoir agi. » Bon, soyons clairs, décryptons un peu ce baratin. Il n'y avait pas de programme de bombe. Il ne nous a pas sauvés d'une bombe nucléaire potentielle, parce qu'ils n'en avaient pas. Et puis, selon lui, on ne devrait jamais écouter ni faire confiance à un mot venant du côté iranien. Voilà, c'est la position de son camp. C'était Tulsi Gabbard, en mars de l'année dernière, avant que tout ça n'arrive. Avant l'attaque de juin, quand on a éliminé leur programme d'armes nucléaires, qui en réalité n'existait même pas à ce moment-là. Et ça a encore été confirmé depuis, comme n'ayant jamais existé. Plus récemment,
après l'attaque des 40 jours, les services de renseignement américains ont de nouveau validé qu'ils n'avaient pas de programme d'armement. Aucun. Ils n'ont même pas accès aux matériaux nécessaires. Il y aurait environ 400 kilos, dont une partie retraitée à 60%, soi-disant enfouie au fond de 3 chaînes de montagnes différentes. Autrement dit, on ne peut pas y accéder, déjà pour commencer. Mais surtout, ils n'en ont jamais eu. Donc non, il ne nous a pas sauvés de ça. Ce n'est pas qu'il soit le seul à avoir agi. C'est juste qu'il est le seul à avoir fait quelque chose de stupide. Alors, ne venez pas vous vanter de ce que le président Trump a fait là-bas, comme s'il était le seul, parce que c'est justement lui, le seul, qui nous a mis dans le pétrin ici. Ça, c'est la première chose, et c'est vraiment important. Ensuite, il dit, vous savez, que l'Iran ne se rend pas compte qu'il croit avoir des cartes en main. Sérieusement? Pourquoi le président Trump écoute-t-il des gens comme ça? Bien sûr qu'ils ont des cartes, enfin. À quoi tu penses, mec? Qu'est-ce que les gens se disent quand ils entendent ce type parler et qui se disent « Ah oui, l'Iran n'a pas de carte ». Et le détroit d'Ormuz, alors? Qu'il contrôle vraiment, c'est les États-Unis? Non. Les États-Unis ont juste imposé un blocus sur les ports iraniens, c'est tout. Et on a essayé ce fameux Project Freedom. Souvenez-vous, c'était même embarrassant, parce qu'on a lancé ce Project Freedom pendant un peu plus d'une journée, puis on l'a annulé. Et Trump a affirmé « Ah, vous savez quoi? C'est parce que je veux donner une chance à la paix et que ça laisse le temps aux Iraniens de réfléchir. » Bon, évidemment, on sait maintenant qu'après coup, ce n'était pas ça du tout. En réalité, les Saoudiens et les Koweïtiens nous ont refusé le droit de survol. Donc on ne pouvait plus s'en servir pour continuer nos opérations. Parce que tout ce discours, souvenez-vous, plus tôt cette semaine, quand le secrétaire Rubio a parlé de ce bouclier rouge, blanc et bleu, soi-disant impressionnant, avec une centaine d'avions. Eh bien, il n'y aura pas 100 avions si on ne peut pas utiliser l'espace aérien saoudien ou koweïtien. Alors, on a dû l'abandonner. Apparemment, ça a été remplacé ou rétabli depuis. Ils nous ont permis de faire ça et on verra s'ils y reviennent. Mais voilà ce qui s'est passé. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc vous voyez bien qu'à ce stade, l'Iran a des cartes en main parce qu'ils détiennent ça. C'est pour ça qu'on essaye de les pousser à le relâcher, tout simplement. Et franchement, quelle personne rationnelle, même si vous êtes un partisan convaincu de Trump, un vrai MAGA, pur et dur, peut regarder la situation et se dire qu'on n'a pas tout essayé. Que ce soit le projet Freedom ou 40 jours et 40 nuits de bombardement, rien n'a fait qu'ils le perdent. Ils gardent toujours le contrôle, encore aujourd'hui. Au point même qu'ils l'ont officialisé, avec un nouveau logo et tout, cette fameuse autorité du détroit du Golfe Persique. Voici les nouvelles règles qu'ils vont appliquer. Ils disent « on n'abandonnera jamais » et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle avoir des cartes en main. Donc si vous ne pouvez pas les forcer à lâcher ça, c'est littéralement la définition du levier. Et on a tout essayé. 14 000 frappes, 3 groupes aéronavals, des F-18, des F-16, des F-22, des F-35, tout ce que vous voulez. Des A-10 pour l'attaque au sol, des hélicoptères Apache. Franchement, tout ce qu'on a tenté n'a pas marché. Alors, ne soyez pas idiots en disant qu'ils n'avaient aucun levier, parce qu'ils en avaient clairement un. Et on voit bien qu'ils continuent à faire pression sur Trump en jouant sur son ego. Donc on ne peut pas les laisser dire que vous allez attaquer quelque chose s'ils s'en prennent à nos navires, que vous allez les rayer de la surface de la Terre. Et puis, quand ils le font, vous ne les rayez pas de la surface de la Terre. D'après Mark Thiessen, ça ne suffisait pas. Vous avez juste frappé quelques points autour de Bandar Abbas et de l'île de Keshm, au niveau de ce qu'ils appellent le péage. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. Ce n'est pas un lieu physique, c'est une idée. Il n'y a pas besoin de bâtiment pour ça. Mais bon,
Ils ont quand même frappé quelque chose. Et puis, c'est tout. Le président Trump a bien précisé que ce n'était pas la fin du cessez-le-feu. Donc, on ne repart pas dans l'escalade. Maintenant, on va voir ce qui se passe ensuite. Mais Mark Thiessen, lui, n'en est pas resté là. Il a continué. Tu crois que tu tiens toutes les cartes? Mais non, ils n'ont pas toutes les cartes. Parce que Donald Trump peut relancer la campagne à tout moment. On a maintenant 2 fois plus de puissance de feu qu'au début de la bataille. Et lui, il est prêt à appuyer sur la gâchette. Il devrait avoir aucun gaz-tête. Ils devraient savoir qu'ils n'ont aucune carte en main. Mais ils croient en avoir, parce que nous leur envoyons des signaux qui leur font penser que c'est le cas. Il y a donc cette idée d'un mémorandum d'entente qui pourrait mener à une sorte d'accord de paix. Voici ce que Hugh Hewitt a écrit à ce sujet sur X. Il a dit que ce serait un accord terrible. J'espère que les conditions de tout accord seront beaucoup plus strictes. Aucune activité d'enrichissement, jamais. L'uranium hautement enrichi pour nous, immédiatement. Plus de groupes par procuration. Rétablissez Internet. Le président Trump ne renonce jamais à son levier de pression. Pourquoi commencerait-il maintenant, alors que l'Iran est à genoux? Et puis Ari Fleischer a ajouté, on est très loin d'une reddition sans condition. Oui, Il y a une sorte de mouvement en zigzag dans la façon dont on prend nos décisions en ce moment. donc, Trump essaie d'obtenir un accord. Et je comprends ça. Mais le fait est que les Iraniens ne vont pas lui en donner un. Pas dans la situation actuelle. Ils se sentent renforcés. Ils pensent que c'est eux qui fixent le rythme. Du coup, il a besoin d'un vrai reset pour leur montrer qui commande vraiment. Si j'étais à sa place, je terminerais ce qu'il a commencé. Je relancerais le projet Freedom. Je rouvrirais le détroit d'Ormuz. Et je dirais clairement aux Iraniens que s'ils tirent sur nos alliés du Golfe ou s'ils visent leurs infrastructures pétrolières, alors on détruira leurs propres infrastructures pétrolières. On fera sauter l'île de Karg. Bon, reprenons. Okay, that's good enough right there, Gary. Okay, let's let's get back into man, you talk about who's got cards. Franchement, tu parles de qui a les cartes en main. Mais la vraie question, c'est qui a encore toutes ces billes? Parce que ce type-là, il en a clairement perdu quelques-unes. Bon, regardons un peu ce qu'il dit. Et c'est pas seulement lui. Le présentateur parlait aussi de Hugh Hewitt, d'Ari Fleischer, donc pas mal de figures connues dans la sphère républicaine, des gens qui aiment peser sur les décisions. Et on sait que beaucoup d'entre eux ont vraiment l'oreille de ceux qui sont dans l'administration Trump, parfois même de Trump lui-même. Mais à la fin, il dit un truc du genre, « Vous savez quoi? Il faut leur montrer qui commande. Alors, on doit relancer le Project Freedom, sauf que cette fois, il faut que ça ait un peu plus de mordant. » Et puis, s'ils ne font pas ce qu'on leur dit, terminez le travail, allez jusqu'au bout. C'est l'une des choses les plus absurdes que lui, et tous ceux qui pensent comme lui, répètent. Keith Kellogg, Hugh Hewitt, Ari Fleischer, tous ces gens qui disent oui, il faut simplement renvoyer l'armée pour leur montrer la vraie histoire. Terminez le travail. Alors dites-moi, Monsieur Fleischer, Monsieur Hewitt, Monsieur Thiessen, Général Kellogg, vous pensez vraiment qu'après 40 jours et 14 000 cibles, on était à 2 doigts d'y arriver? Que si on avait juste frappé ce dernier quart, ce fameux 25% dont parlait le président Trump, tout se serait effondré. Mais on s'est arrêté en plein milieu, sans vraie raison. On pensait qu'on les avait eus. On aurait pu aller jusqu'au bout, on aurait pu le faire. Et pourtant on s'est arrêté, sans bonne raison. Par pitié peut-être, je sais pas. C'est peut-être ce qu'il dirait. Tu te rends compte à quel point c'est absurde. On espérait en finir avec l'assassinat d'Ali Khamenei. C'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on espérait. Et quand on a eu, tu te souviens, Trump est arrivé au bout de 3 ou 4 jours en disant « On a déjà gagné ».
Je sais que vous n'aimez pas le dire si tôt, mais oui, on a gagné. Il l'a encore répété l'autre jour. On a gagné. Évidemment, on n'a pas gagné. Mais c'est ce qu'il croyait que ça allait donner. Il se disait, avec toute notre puissance de feu et avec tout ce qu'il ne cesse de dire qu'on a détruit, si on a vraiment gagné, s'ils sont si faibles, s'ils n'ont plus aucune carte en main, alors pourquoi diable la rue est-elle encore fermée? Vous voyez, c'est ce genre de questions que les gens à qui ils parlent, ceux qu'ils essayent de convaincre, ne posent jamais. Les questions évidentes. Si tout ce que vous dites est vrai, si tout ce qu'il reste à faire, c'est retourner là-bas et finir le travail, alors pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté au départ? Pourquoi des gens en position de force accepteraient un cessez-le-feu et mettraient fin à la guerre alors qu'on était si près d'obtenir ce qu'on voulait? La réponse évidente, c'est que nous ne l'avons jamais été. En réalité, tout ce qu'on a fait, c'est vider nos arsenaux des principaux systèmes d'armes. Le THAAD, le PAC-3, le JASSM, les Tomahawk, toutes ces choses essentielles à notre capacité offensive et défensive. On a failli en épuiser une bonne partie. Les attaques MS aussi, les missiles longue portée, les missiles d'attaque au sol. Et tout ça, ça n'a rien changé. Oui, ça a fait exploser énormément de choses, ça a apparemment tué quelques milliers de personnes, et ça a clairement détruit beaucoup d'infrastructures. L'Iran va mettre très longtemps à s'en remettre, même s'il trouve l'argent pour reconstruire. Les dégâts sont considérables. Mais sur ce qui compte vraiment, ça n'a rien changé. Qui contrôle le détroit? Qui contrôle le gouvernement? Combien de missiles longue portée ont-ils? Et qu'en est-il de leur soutien à leurs alliés? Sans parler du matériau retraité et de leur capacité d'enrichissement. Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit sur l'un de ces points avec 14 000 missiles en 60 jours? La réponse, c'est non. Alors revenir maintenant en disant, eh bien, on va simplement réessayer. Rien que sur ce point-là, c'est absurde, parce qu'évidemment, ça ne marchera pas. Vous n'avez même pas fait bouger les choses sur ces sujets. Et face à un pays qui a déjà traversé une guerre de 8 ans, perdu des centaines de milliers de personnes et n'a jamais cédé, ils ne vont certainement pas abandonner après quelques jours ou quelques semaines de guerre aujourd'hui. Et vous l'avez prouvé en 2025, puis encore maintenant. C'est ça qui me rend fou. Il y a le problème de logique, bien sûr, mais aussi celui du résultat concret. On a des preuves physiques que ça ne fonctionne pas. Et si on s'arrêtait là, on dirait que c'est insensé de vouloir refaire quelque chose qui manifestement n'a déjà pas marché 2 fois. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que si on essaye encore une fois, les Iraniens ont dit qu'ils frapperaient des cibles qu'ils n'ont pas encore visées. Et ça, pour nous, c'est différent, parce qu'au départ, on a déjà attaqué toutes les cibles principales qu'on pensait pouvoir neutraliser dès le début, y compris ces bunkers souterrains et ces villes de missiles. On n'a tout simplement pas réussi à les détruire. Donc, si on y retourne, on va juste frapper d'autres montagnes, mais on n'atteindra toujours pas ce qu'il y a en dessous. C'est comme ça qu'elles ont été conçues. Mais du côté iranien, il y a des cibles qui n'ont pas attaqué la première fois. Ils peuvent viser davantage d'usines de traitement de l'eau, des stations de dessalement, des infrastructures énergétiques de ces pays, des oléoducs, des pipelines de transport de carburant. Ils peuvent aussi s'en prendre directement aux installations de retraitement, voire aux puits de pétrole eux-mêmes. Il y a toute une liste de cibles qu'ils n'ont encore jamais touchées. Et vous avez entendu Mark Thiessen dire que c'est ce que nous devrions faire à l'Iran. Et oui, ça leur ferait mal, c'est certain. Ça leur ferait mal. Mais c'est un pays qui peut encaisser ça. Mais ces pays du Golfe, ils ne peuvent pas survivre à ça. Ça pourrait les dévaster. Ça pourrait les faire tomber du pouvoir et provoquer un exode massif
parce qu'ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur population sans les revenus du pétrole, surtout s'ils n'ont pas d'usine de dessalement. Si le président Trump écoute des gens comme Mark Thiessen, Keith Kellogg ou Lindsey Graham, s'il les écoute, il va causer énormément de dégâts. S'inquiéter de l'élection de novembre sera le moindre de ses soucis. Il devra plutôt s'inquiéter d'être destitué pour nous avoir entraînés dans une guerre désastreuse et destructrice. Une guerre qui provoque la famine dans le monde et des prix incroyablement élevés ici, chez nous, des prix sur absolument tout. Vous parlez de l'indice de confiance des consommateurs? Il est déjà au plus bas. Ça va exploser parce que les gens vont souffrir et ils vont chercher quelqu'un à blâmer. Et quand ils ne trouveront personne, ce sera un peu comme dans ce scénario. Ce serait comme le pire moment du Covid, sauf qu'il n'y aurait pas de sortie évidente. Ce ne sera pas à cause d'une politique gouvernementale qu'on peut simplement arrêter. Ce sera à cause d'une vraie pénurie physique. Alors, si le président Trump a la moindre inquiétude pour novembre, il doit dire à Mark Thiessen de la fermer. À tous ces types-là, il faut juste leur dire de se taire. Et qui que soient ces gens dont parle The Atlantic, ceux qui l'écoutent, il doit leur donner un mégaphone. C'est eux qui doivent commencer à mettre sur Fox News, sur Newsmax, sur One America News, leur donner des interviews, peu importe. Ce sont ces gens-là qu'il faut mettre en avant pour qu'ils puissent commencer à préparer le terrain à ce fameux « déclarer la victoire » et s'en aller. Parce que c'est exactement ce qu'ils devraient faire. Je le dis clairement, j'y suis totalement favorable, parce que c'est la seule chose qui ait un minimum de sens. Cette guerre n'aurait jamais dû être lancée. Et maintenant qu'on s'est embarqué dans quelque chose dont on ne peut plus sortir sans y laisser des plumes, cette option n'existe plus. On est coincé à cause de la décision de se lancer là-dedans, en écoutant ce genre de personnes, les Mark Thiessen, les Kellogg et les autres. Il les a écoutés au début, et c'est ce qui nous a mis dans cette impasse. Il n'y a pas de victoire possible, il faut bien le comprendre. Il y a juste une sortie qui met un pansement sur une plaie béante, parce que c'est tout ce qui nous reste maintenant. Mais c'est quand même mieux que d'écouter ces types et d'essayer encore une fois de leur prouver qu'ils ont tort, au prix de conséquences graves pour notre pays, pour nos alliés dans la région et partout dans le monde. Parce que l'Asie et l'Europe en souffriront aussi. Et l'Afrique, elle, souffrira énormément. D'après le Health Ranger, ils seraient peut-être déjà condamnés à manquer de nourriture. Et des gens pourraient littéralement mourir de faim dès l'année prochaine. Que Dieu nous vienne en aide, si c'est vraiment le cas. J'espère que non. J'espère, avec certains facteurs d'atténuation, on pourra éviter que ça arrive. Sortir de cette guerre, c'est la meilleure façon de nous donner une chance de limiter les dégâts pour que rien de tout ça ne se produise. Si on s'y replonge, si on relance cette guerre, en écoutant ces gens-là, alors tout le pire redevient possible. Et là, qui sait jusqu'où ça ira? Eh bien, écoutez, c'est justement le sujet que je voulais mettre sur la table avec vous aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre point qui mérite qu'on s'y arrête. Gary, si tu peux afficher le nouveau message de Truth Social publié par le président Trump à propos du cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Parce que c'est quelque chose qui est sorti tout récemment depuis notre dernière émission. Et je voulais en parler. Vous vous souvenez, la semaine dernière, le président Trump avait annoncé qu'il avait eu un appel téléphonique d'environ 1h30 avec Vladimir Poutine. Et en creusant un peu, on a découvert que c'était en fait à l'initiative de Poutine, pas de Trump. C'est Poutine qui a pris l'initiative. Et vous vous rappelez peut-être, il y a eu quelques titres de presse disant qu'ils envisageaient l'idée d'un cessez-le-feu. Et c'est tout, aucune explication. J'ai dit, eh bien, vous savez de quoi vous parlez? Vous voulez dire qu'il faut arrêter cette guerre? Eh bien non. En fait, il s'est avéré que le président Poutine disait « Et si
pour notre fête de la victoire autour du 9 mai, on instaurait un cessez-le-feu temporaire. Et vous savez, qui sait? Peut-être que ça pourrait mener à autre chose. C'est ce qu'il disait à l'époque. Et maintenant, aujourd'hui, Gary, si tu peux remettre ça à l'écran, il a déclaré « Je suis heureux d'annoncer qu'il y aura un cessez-le-feu de 3 jours, les 9, 10 et 11 mai, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. » La célébration en Russie, c'est pour la fête de la victoire, mais c'est aussi le cas en Ukraine, parce que ce pays a également joué un rôle majeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce cessez-le-feu comprendra la suspension de toute activité militaire et aussi un échange de prisonniers, 1000 de chaque côté. Cette demande, c'est moi qui l'ai faite directement. Et maintenant, il s'en attribue le mérite. Je tiens à remercier sincèrement le président Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour leur accord. J'espère que c'est le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et acharnée. Les discussions se poursuivent pour mettre un terme à ce grand conflit, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, et chaque jour, nous nous en rapprochons un peu plus. Merci de votre attention à ce sujet. Et au cas où vous ne sauriez pas qui est le président, c'est Donald J. Trump. Vous vous souvenez peut-être aussi qu'il y a quelques jours, ou peut-être hier, nous vous avons montré sur cette chaîne qu'il y avait un grand risque, selon Zelensky, qui aurait affirmé que lors du défilé du 9 mai à Moscou, il avait envisagé de lancer une attaque de drone contre la capitale russe. Et d'ailleurs, ça fait déjà un bon moment qu'ils font ça. Je crois qu'il y a encore eu une autre attaque contre Moscou hier. La Russie a dit qu'ils avaient tout abattu, qu'aucun engin n'avait réussi à passer. Mais ils continuent quand même. Et bien sûr, ça se passe dans les deux sens. Chacun riposte. Mais Poutine a déclaré, et la Russie aussi, que si ça continuait, ils allaient retirer les gants et frapper fort à Kiev. Ils ont même dit que toutes les missions diplomatiques devaient évacuer la ville. Et que si on les frappait, si on tirait sur eux, même s'ils interceptaient les tirs, ils allaient riposter. Et là encore, les Russes ont ajouté qu'ils demandaient maintenant un cessez-le-feu de 3 jours. Tant que c'est respecté, tout ira bien, et on continuera ensuite. Nous allons continuer à chercher un règlement négocié. Mais si vous attaquez pendant ce temps-là, voilà quelle sera la réaction. Apparemment, le président Trump a dit « D'accord, ce serait mauvais ». Donc, il essaye de retirer cette guerre en Ukraine de la table. La dernière chose dont il a besoin, c'est d'une explosion là-bas. Parce que si la Russie décidait d'enlever les gants et de faire venir un Iskander, et c'est bien ce que cela semblait impliquer, que la Russie ferait venir un Iskander, cette arme pourrait frapper beaucoup de ministères clés à Kiev qui n'ont pas touché en plus de 4 ans de guerre. Et ça pourrait vraiment changer les conditions sur le terrain. Et je pense que la Russie, ou plutôt, je pense que les États-Unis sont surtout inquiets que si nous frappons l'Ukraine, cela puisse, potentiellement, surtout s'ils font leur propre version d'une frappe de décapitation, s'ils détruisent le palais présidentiel, s'ils s'en prennent à Zelensky, au ministère des Affaires étrangères ou à celui de la Défense, et qu'ils éliminent beaucoup de leurs généraux ou de leur état-major. S'ils frappent ce genre de cible, ça pourrait avoir un impact assez important sur la guerre. Surtout si c'est lié à une offensive. Et il y a certains signes qu'on peut observer qui laissent penser que les Russes vont lancer une sorte d'offensive, peut-être même après le 11 mai. Ils se préparent peut-être à une offensive de fin de printemps ou de début d'été. Il se peut donc qu'ils soient déjà sur le coup. Et si cela était lié à quelque chose comme une frappe de décapitation à Kiev, ça pourrait avoir un impact catastrophique sur l'effort de guerre du côté ukrainien. Il semble que le président Trump en soit conscient et qu'il essaye d'anticiper la situation. Je pense que c'est sans doute pour ça qu'il a accepté cette proposition.
On verra bien comment tout ça va se dérouler. Mais c'est encore une preuve que cette guerre, remettons-la un peu à la une, s'enlise depuis le début. Les gens continuent de mourir des deux côtés de la ligne de front et les combats tactiques se poursuivent. Il n'y a pas eu beaucoup de territoires échangés, mais contrairement à janvier et février, à février et mars, je crois que les Russes ont même eu un gain territorial très faible, voire négatif. Mais maintenant, depuis que ça a repris en avril, et apparemment ça continue ici en mai, le côté ukrainien reste confronté au même problème qu'il a depuis plus d'un an, bien plus d'un an. Ils n'ont tout simplement pas assez de monde pour mobiliser et ils doivent littéralement attraper des gens dans la rue, les forcer, leur mettre un uniforme. C'est pas viable, tout simplement. Et ils continuent de perdre des hommes. La perte humaine est encore plus grave que la perte de territoire. Parce qu'à un moment, si le nombre de soldats descend trop bas, on ne peut plus tenir aucun territoire. Donc, à ce stade, ça ne changera rien. Et bien sûr, on sait que du côté russe, les pertes sont aussi, d'après toutes les estimations, très lourdes et très douloureuses. Du côté russe, ils ont aussi, comme vous le savez, des millions et des millions d'hommes parmi lesquels ils peuvent encore recruter. Et depuis, je dirais, l'automne de la première année, quand ils ont procédé à une mobilisation partielle d'environ 300 000 personnes, ils n'ont plus eu besoin de recourir à une mobilisation forcée. Ils continuent à recruter suffisamment de monde pour pouvoir poursuivre cette guerre. Donc vous voyez, même si la situation devenait difficile, la Russie pourrait lancer une mobilisation générale. L'Ukraine, elle, est en mobilisation depuis presque 4 ans maintenant, 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Et on ne peut pas tenir indéfiniment dans ces conditions. Cette guerre doit donc se terminer pour le bien de tout le monde. Et franchement, rien ne me rendrait plus heureux que de voir ces deux conflits arriver à une forme de conclusion. Mais je ne vois pas ça se produire de sitôt dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pour d'autres raisons. On fera une émission à part là-dessus très bientôt. Je n'ai pas encore fait beaucoup d'analyses sur ce sujet à cause de tout ce qui bouge très vite avec la guerre en Iran, mais la semaine prochaine, on va s'y pencher parce qu'il faut vraiment vous mettre à jour sur ce qui se passe. Surtout qu'on se prépare ici pour la célébration du 9 mai, c'est-à-dire demain. Donc on en parlera clairement dans notre briefing de renseignement demain. Comme chaque semaine, on vous donne le meilleur de ce qu'on a appris pendant la semaine et les infos les plus importantes de la nuit. Vous pouvez être sûr que ce sujet sera sur la liste demain dans le Daniel Davis Intelligence Brief. Et on se retrouvera à ce moment-là, sauf bien sûr s'il se passe quelque chose d'ici là. Passez un bon week-end et on se retrouve dans l'émission Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, j'aime pas ça. Alors montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous.